progressisme ne porte pas nécessairement la critique du productivisme. Il faut avoir conscience de ça. Autre point, il y a plusieurs pôles dans la décroissance. Et là, on arrive à des contradictions au sein de différents courants dans la galaxie de la décroissance. Le pôle qu'on va dire le plus progressiste de la décroissance, des gens comme Paul Ariès ou Vincent Chénet, qui animent le journal de la décroissance, se considèrent comme des héritiers des Lumières du XVIIIe siècle. Bon, ce n'est pas le cas de tous les décroissants. C'est pas de tous les objecteurs de décroissance, je ne pense pas. Et donc, je cite Chénet, par exemple, il se réclame de la commune, de la justice sociale, de la société sans classe, etc. Bon. Il dit la décroissance, c'est pour les progrès humains. Bon. Donc, c'est pas contre le progrès. Ce pôle de la décroissance, donc, participe à redéfinir la notion de progrès, et pas à mettre en cause la notion de progrès. Et il s'oppose à un autre pôle dans la décroissance, qui va insister, on le trouve, sur des tonalités plus réactionnaires, l'idée d'un retour à une supposée communauté, souvent avec des tonalités religieuses, où on reviendrait comme avant, parce que la société moderne aurait perverti la communauté traditionnelle. Et là, on n'a plus cette dimension progressiste, on n'a plus une interrogation sur le progrès, on a l'idée que la solution est le retour en arrière. Et ce débat, il existe dans la décroissance, et il existe dans le journal de la décroissance très clairement, et ceux qui animent le journal sont plutôt du côté progressiste. Alors, il y a des dangers aussi du côté, quelqu'un d'ambivalent avec qui j'ai eu plusieurs débats, Serge Latouche, l'économiste Serge Latouche, qui est un penseur fort de la décroissance, parce qu'il a beaucoup insisté sur la critique de l'occidentalisation du monde, les préjugés occidentalistes, l'impérialisme culturel, l'ethnocentrisme, etc. Et parfois on a l'impression qu'il est tenté par une forme de relativisme culturel qui ferait qu'il y a une sorte de critique de l'Occident comme impérialiste, et que cette critique de l'Occident comme impérialiste pourrait atteindre toutes les valeurs qui sont nées en Occident, et notamment ces valeurs des Lumières. Et là, il y a une ambivalence. Ça a été critiqué dans des féministes, ça. Je pense à un texte de Stéphanie Treillet qui a bien montré que chez Latouche, il pouvait y avoir des couplets nostalgiques d'une communauté traditionnelle qui étaient des communautés très sexuées, c'est-à-dire basées sur la domination masculine patriarcale. Et il ne faut pas que la thématique de la décroissance soit une nostalgie de société patriarcale antérieure. Autre élément, les objecteurs de croissance, c'est ce qu'a bien montré quelqu'un qui est Vincent Gay, qui a animé longtemps la commission écologie de la LCR et qui anime aujourd'hui la commission écologie du nouveau parti anticapitaliste, Vincent Gay. Les objecteurs de croissance ouvrent de nouvelles possibilités d'articulation entre les actions individuelles, comme je l'ai dit, les expérimentations collectives localisées, type association, coopération, etc., et puis l'action politique globale. Ça oblige les anticapitalistes à mieux repenser ce rapport entre l'action individuelle, l'expérimentation à un niveau local, à plusieurs, et puis l'action globale. Je cite Gay, il s'agit d'une voie d'entrée pour une autre praxis qui articule micropolitique et macropolitique, qui articule micropolitique et macro. La politique au niveau local, la politique au niveau macro. C'est ce que dit bien Vincent Chénet, parce que Vincent Chénet, le journal de la décroissance met bien en avant les dimensions individuelles, notamment ce que la décroissance appelle la simplicité volontaire, c'est-à-dire le fait pour chacun de changer son mode de vie personnel, en allant vers la simplicité volontaire. Mais Chénet dit bien, si la simplicité volontaire est une démarche personnelle, la décroissance est l'articulation collective et politique de cette simplicité volontaire, l'articulation collective et politique. C'est pas simplement le déploiement d'une action individuelle. Enfin, la décroissance a contribué à nourrir en positif des propositions alternatives radicales à la société capitaliste productive. Je pense notamment aux analyses stimulantes de Paul Ariès dans son livre Le Mésusage, qui est sous-titré Essai sur l'hypercapitalisme de 2007. Parce que Ariès a orienté sur le rapport entre le mésusage et l'usage. C'est-à-dire qu'il développe un axe alternatif qui est intéressant, gratuité de l'usage, renchérissement du mésusage. C'est-à-dire qu'il y a dans les biens, on doit favoriser un usage gratuit, et quand il y a un mésusage qui va à l'encontre de l'environnement, on doit au contraire renchérir. Bon. C'est l'exemple qu'il donne par exemple de la surtaxation de l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, chaque personne aurait le droit gratuitement à tant de litres d'eau, mais dès qu'on dépasserait ce niveau, ça serait fortement renchéri. Ceux qui l'utilisent pour leur piscine, etc., etc. Donc il y aurait un usage, et là, à
allié à cet usage serait allié à la gratuité, et puis il y aurait un mésusage qui mettrait en cause l'environnement, etc. Et donc là, il y a un élément intéressant, alternatif. Ça rejoint d'ailleurs quelque chose qui était dans la pensée marxienne et marxiste, qui était le rapport entre la valeur des chances et la valeur d'usage des biens. Donc là, on a une série de convergences et d'éléments intéressants avec la décroissance. Bon. Alors, je voudrais poser une série de questions, maintenant, ce sera la fin de mon exposé, des questions plus critiques à l'égard de la décroissance par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. D'abord, ce qui n'est pas une critique au sens classique, c'est pour aider aussi la décroissance à clarifier ses problèmes, et pour nous, anticapitalistes, à clarifier nos problèmes dans un sens antiproductiviste. Que dire de la décroissance donc par rapport à la tension anthropologique que j'ai signalée entre Marx et Durkheim, c'est-à-dire entre cette anthropologie des désirs créateurs et l'anthropologie des désirs frustrants. La décroissance va insister souvent sur les frustrations marchandes, donc elle est souvent proche de Durkheim dans la société actuelle, et sur le sens des limites. C'est l'expression de Paul Ariès. Il faut me remettre en cause, par rapport à la démesure du capitalisme, il faut me remettre en avant le sens des limites, par rapport à la dimension illimitée du capitalisme. Donc, quand elle va critiquer l'ordre existant des choses, elle va pouvoir plutôt avoir un penchant durkheimien, en insistant sur les dimensions frustrantes des désirs et sur les limites à apporter. Mais dès qu'il s'agit de l'après-productivisme, de l'après-capitalisme, on a plutôt quelque chose qui va plus vers Marx, c'est-à-dire des désirs orientés vers la création de l'être. Le problème, c'est qu'elle risque d'être prisonnière d'une forme de monisme, d'une vision unilatérale, c'est-à-dire trop simple, c'est-à-dire le désir est frustrant dans la société actuelle et le désir serait créateur dans la société future. Bon, quand on reste gratis, quand le Père Noël, dans une sorte d'harmonie qui arrive à la fin. Et d'ailleurs, le thème de l'harmonie est souvent mis en avant dans la galaxie de la décroissance. Le premier livre important de la décroissance en France, c'est Objectif décroissance, qui date de 2003, aux éditions Farangon à Lyon. Alors j'ai vu qu'il y a une retraduction à Éco-Société au Québec du même livre, et le petit sous-titre a changé. Donc, c'est plus vers une société d'harmonie. L'harmonie a disparu dans la version québécoise, et dans la version française, c'était vers une société d'harmonie. Alors, face à ça, il me semble qu'il y a une hésitation à prendre en compte radicalement la diversité, la pluralité des désirs, la dimension ambivalente des désirs humains. C'est une façon de ne pas prendre suffisamment au sérieux la question du pluralisme des désirs et le pluralisme des composantes du désir. Parce que cette idée que d'un côté, tout le mal du désir est dans la société existante, après tout le bien vient après dans une société harmonieuse où il n'y a plus de problème, où ça baigne, ça ne prend pas suffisamment radicalement en cause la pluralité des désirs humains, leurs composantes contrastées, et le fait que nécessairement il y aura des chocs entre les désirs humains, quelle que soit la société. Donc c'est une façon trop simple de prendre les choses. Donc il y a des hésitations, des ambiguïtés, des impensés dans la galaxie décroissante par rapport à ça, et il faudrait aller dans un sens beaucoup plus libertaire, au sens de Proudhon, d'une équilibration des contraires, d'une pensée de l'équilibration des contraires, que ce soit dans la critique de la société existante ou dans la société future émancipée. Pour à la fois être ouvert à l'illimité, à la dimension illimitée de la créativité des humains, et en même temps avoir le sens des limites. Parce que c'est ça, il faut penser les deux. Dans la créativité humaine, dans l'incapacité à produire des choses nouvelles, il y a de l'illimité, quelque chose qui n'existe pas encore et qui déborde sans arrêt. Et en même temps, il faut intégrer le sens des limites. Bon, les deux choses en même temps. Bon. Et ça, la galaxie des objecteurs de croissance ne le pense pas très bien aujourd'hui. Deuxième question, la question éthique des valeurs. Et ça a à voir aussi avec ce thème de l'harmonie. C'est-à-dire que les objecteurs de croissance vont insister plutôt que sur un pôle de valeur par rapport à un autre, et on va voir que ça pose un problème. Latouche écrit par exemple, dans son livre sur le neurodéveloppement, redécouvrir la vraie richesse dans l'épanouissement de relations sociales conviviales à l'intérieur d'un monde sain peut se réaliser avec sérénité en pratiquant la frugalité, la sobriété, voire une certaine austérité